Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème dimension. On le rappelle, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Et en guise de bordel, c'est du canard venu de l'espace. Et oui, je l'avais teasé sur les réseaux sociaux, vous l'aviez pas forcément réclamé. Le karma le voulait, 7ème dimension s'en occupe. L'épisode de la vérif, la 38ème vérif à ce jour, est dédié à Howard the Duck. Voilà, parce qu'il le fallait. Alors, comme je le répète souvent, on est un petit peu les sales gosses du cinéma de genre. Pourquoi ? Parce que nous, à 7ème dimension, on n'oublie pas. Voilà. Donc, quand une actrice enlève ses vêtements et croit que son film tombe dans l'oubli, on est là. Quand un acteur cabotine et croit qu'on a oublié son intervention dans ce film-là, on est là. Et quand George Lucas investit quasiment tout son argent dans une adaptation flinguée de comic book, on est aussi là. Voilà, donc il fallait qu'on fasse le taf sur Howard the Duck. Alors, je le rappelle, point de départ aussi de ça, ça c'est lié à mes chers auditeurs. On dit qu'on a les auditeurs qu'on mérite, et moi je suis très méritant de vous avoir comme auditeur. Et effectivement, un des auditeurs sur YouTube m'avait parlé de sa passion pour les cinémas, enfin pour les films de SF un peu bizarres. Et ça m'a rappelé un petit peu, moi aussi, mon affection pour certains films de genre, certains films de SF, un peu flingués. Donc je me suis lancé dans un triptyque, donc Howard the Duck est le premier de ce triptyque, donc qui sera suivi derrière par l'inénarrable, et qu'on a déjà narré dans les pages de 7ème dimension, le magazine, et vous allez vous dire, mais on s'en fout parce qu'on peut plus l'acheter ce magazine. Et voilà, pour les heureuses possesseurs, et j'ai pas le féminin de... Alors j'ai quelqu'un en fait dans la pièce, c'est quoi le féminin de posséder? Voilà. Possesseuse, je crois pas qu'on valide, mais on va quand même le mettre un petit peu des... Voilà. On va dire que les gens qui ont, voilà, les femmes qui ont, voilà, un exemplaire de 7ème dimension, le magazine, on a déjà parlé de Bucaro Banzai, et Bucaro Banzai arrivera, sous une quinzaine derrière cet épisode, et on conclura ce triptyque de l'enfer avec l'invasion vient de Mars de notre vieil ami Tobe Hooper. Voilà pour le côté sympathique de cette thématique inventée comme ça, on va dire à l'impro, voilà, quand j'ai lu ce commentaire-là. Je passe aussi un petit coucou toujours à mes auditeurs sur YouTube. J'ai vu que, on va dire le spécial, l'épisode spécial dédié à Saga Fantasme, fait de l'écoute, et ça c'est top. Et même un auditeur m'a proposé de me carrer les sphères du film droit dans le rectum. Donc on le salue bien bas, merci à toi aussi. Donc là aussi, on a peut-être aussi les auditeurs qu'on mérite. Merci à toi pour cette joute oratoire avec tes petits doigts. Et je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de fautes d'orthographe sur ce que t'as envoyé. Donc merci à toi, mais je déclinerai bien entendu l'invitation de ce genre de choses. Comme le disaient les Jackass, do not try this at home. Voilà. Bon.
Maintenant qu'on a raconté un petit peu tout ce bordel, qu'on s'est mis un peu en place, hein, vous le savez, il faut trouver le ton dans un épisode, et je sais que je vous avais manqué, voilà, hein, donc votre moment du dimanche, hein, dominical, hein, le 7e jour, il se reposa à 7e dimension, et ben non, donc nous on publie, donc il était temps de revenir un petit peu, et alors pourquoi Howard the Duck, qu'est-ce qu'il a de fascinant ce film, et pourquoi j'ai dit que à 7e dimension, on s'en souvient. Alors à noter, quand même, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que Howard the Duck, quand ça débarque en 86 aux États-Unis, ça peut se targuer, donc ça peut se gausser, oui, je sais, je joue avec les mots de la langue française, ça peut se féliciter d'être la toute première adaptation cinématographique sortie en salle, hein, vous voyez, je mets bien les plots d'usage, hein, pour les trolls qui diraient il y avait celui-là qui était sorti, donc non, le premier en salle adapté avec des sous et des acteurs, et ben c'est la première adaptation Marvel, parce que ce canard de l'espace, donc ce Howard the Duck, et ben c'est un personnage de comic book. Voilà. Donc, personnage de comic book créé en 1973 par Steve Gerber, voilà, ou Gerbet en version française. Donc, à noter que ce personnage est plutôt un personnage parodique, voilà, c'est un canard anthropomorphe, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, hein, donc il y a un canard qui parle, voilà, qui a tout le comportement d'un humain, et je suis pas sûr de mon côté anthropomorphe, mais c'est pas grave, je le garde, ça fait intelligent. Du coup, ce canard, dans le comics, a la particularité un petit peu de critiquer tout ce qui va pas aux États-Unis à l'époque, donc que ça soit la politique ou la sous-culture. Donc voilà, personnage satirique qui n'a pas de super pouvoir, donc on ne peut pas considérer ce personnage comme un super-héros. Voilà, donc c'est pas Captain America, c'est pas Iron Man, Spider-Man et tout ce que vous voulez, mais c'est quand même un personnage de l'univers Marvel qu'on reverra, voilà, donc, parce que là, souvent, quand je conclue la vérif, quelle est la suite, quel est l'héritage ? L'héritage, c'est qu'en 2014, James Gunn, dans Les Gardiens de la Galaxie, réintroduit le personnage dans une des nombreuses scènes post-génériques de ce premier Gardien de la Galaxie, voilà, mais avant cette chose-là, donc, nous avions cette première adaptation. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette première adaptation, c'est toujours bien de le noter, c'est que là où on pourrait croire que George Lucas s'est peut-être planté en essayant d'adapter ce film qui fut un four au box-office, on pourrait se dire qu'il s'est lancé là-dessus après les Star Wars. Eh ben non, figurez-vous que George Lucas est vraiment déviant dans ses idées, c'est-à-dire que dès American Graffiti, il avait déjà cette volonté de vouloir adapter ce comics. Voilà, c'est ouf. Donc c'est-à-dire que là où, par exemple, James Cameron voulait adapter Spider-Man, là où d'autres réalisateurs voulaient adapter des figures héroïques, et ben le George Lucas, lui, il veut adapter le canard. Voilà. Donc on pourrait faire une parenthèse freudienne, convoquer nos psychothérapeutes, nos psychologues, nos psychanalystes pour voir qu'est-ce qui va pas chez Monsieur George Lucas pour vouloir adapter ce canard. Mais on va y venir sur les côtés un peu touchy du canard et cette volonté de George Lucas d'adapter, parce que voilà, bien entendu, George Lucas reste le créateur d'une... Alors là, je vais pas me faire des amis, je préviens. Reste le créateur d'une trilogie qui se passe dans l'espace où quelque part, un frère pécho sa sœur. Voilà, donc ceci expliquant cela, des névroses familiales. Voilà, donc ça c'était mon point de vue freudien sur la trilogie Star Wars. Donc vous pouvez me détester, m'injurier en MP. En tout cas, peut-être que certains ou certaines auront rigolé à ce niveau-là. Est-ce que, très chère auditrice qui me fait l'honneur d'être dans la pièce en moment, est-ce que ça te fait rire, hein, ce côté freudien ? Oui, beaucoup. Voilà, très bien. Vous avez vu, en fait, je fais... Voilà, avec tout l'argent que vous me donnez pas sur Tipeee et toutes ces plateformes-là, moi j'investis, je fais venir des gens, on est plutôt pas mal. Voilà, bon, et c'est là que vous dites ferme ta gueule et continue ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire de la gaulerie sur la vérif sur Howard the Duck. Bon, soyons un peu sérieux. Donc, on a une volonté après American Graffiti de vouloir adapter ce truc-là. Bien entendu, on aura l'argent un peu plus tard. Alors, ce qui est intéressant quand même, parce que oui, j'ai fait le travail, on a un peu fait le taf. C'est qu'il lance vraiment la prod, parce qu'entre American Graffiti, qui bien entendu est au milieu des années 70, et cette sortie en 86, bon, vous avez compris qu'il s'est passé une décennie. Mais qu'est-ce qui pousse George Lucas à accélérer le mouvement pour en faire une franchise ? Eh ben, c'est quand même une idée de merde, hein, dès le départ. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que il divorce de Marcia Lucas, sa femme, bien entendu à l'époque, qui est en train de négocier un divorce plutôt bien géré de son côté à elle, et qu'il a lancé le Skywalker Ranch, donc ça veut dire que George, il est un peu aux abois, et ce con-là, il se dit qu'avec Howard the Duck, il va régler le problème.
Enfin voilà, enfin je sais pas, c'est là où t'es un peu mal conseillé. Enfin là t'es en train de divorcer, t'as quasiment plus de rond, tu fais une mise, enfin je sais pas, lance Spider-Man, fais pas Howard the Duck. Enfin voilà, au bout d'un moment c'est un peu chercher les problèmes. Donc il met tous ses deniers personnels, parce que n'oubliez pas que même au travers de Lucasfilm ça reste l'argent de George Lucas, et que on peut considérer ça comme des prods indépendantes à l'époque, donc il mobilise en fait tout ce savoir-faire-là, et au départ, ce qu'il faut savoir avec ce Howard the Duck, ça devait être un film d'animation. Et les studios partenaires, notamment la Universal, disent « Ah non, 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 on veut pas d'un film d'animation, on veut un film en prise de vue réelle. » Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 80 quand on fait un film en prise de vue réelle avec un personnage issu d'un comic book? Eh ben, ça devient un nain dans un costume et une tête animatronique. Alors, je vous le donne déjà. Déjà, le Howard que vous voyez dans le film, le costume coûte 2 millions de dollars. Voilà. Donc déjà, la note est assez salée. Donc, ça devient un film en prise de vue réelle et... Là, par contre, sur le coup, le choix de l'équipe de scénaristes est plutôt judicieuse. C'est-à-dire qu'il va faire appel au tandem Willard Huyck et Gloria Katz, étant mari et femme, et ils sont surtout derrière le scénario d'American Graffiti, et celui d'Indiana Jones et le Temple Maudit. Alors, c'est l'Indiana Jones le plus décrié, mais en même temps, c'est quand même le meilleur, on va dire stylistiquement, scénaristiquement, donc c'est le meilleur de cette... oui, c'est Pentalogie 5, hein, compte pas le 5e, hein, moi j'ai tendance à dire quadrilogie, mais c'est vrai qu'il y en a 5 aujourd'hui, c'est quand même le meilleur de la saga, donc sur le papier, on peut dire que c'est plutôt un choix qui tombe sous le sens. Mais Willard Huyck, c'est pas non plus l'un des plus grands réalisateurs, c'est-à-dire que c'est même il me semble que c'est sa seule œuvre, hein. J'ai pas, en allant un petit peu fouiller, il en a pas réalisé 36, et n'oubliez pas l'appétence de George Lucas, donc son goût en tant que producteur, de prendre des réalisateurs facilement malléables. On pense notamment à Richard Marquand pour Le Retour du Jedi, notamment. Voilà, Richard Marquand qui est mort d'ailleurs juste après. Donc voilà, qui est une sorte de yes man à la solde de George Lucas. Donc on peut se dire qu'il y a à peu près le même délire au niveau de la relation entre Willard Huyck en tant que réalisateur et George Lucas en tant que producteur. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Donc l'équipe technique est pas dégueu, et au cast, on retrouve des gens qui sont soit qui sont déjà connus, soit qui sont sur le point de percer. Donc au niveau de la triplette qui domine le cast, alors bon, on a bien compris qu'Howard était une combinaison de plusieurs choses, on va quand même le dire. Donc Howard, c'est une personne de petite taille dans un costume qui est Ed Gale, qu'on a vu un peu partout, alors pas directement, mais dans un costume dans toutes les prods de l'époque, notamment dans La folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Et la voix est assurée par Chip Zien, à savoir, parce que de toute façon vous alliez me le remonter sur les réseaux, et t'as oublié de dire que Robin Williams avait postulé et a même fait des essais pour faire la voix de Howard, mais il a démissionné du coup à l'époque parce que il avait du mal à se caler sur la gestion de l'animatronique, c'est-à-dire la gestion, l'animation notamment de la bouche du canard et du lien avec sa voix. Donc voilà pourquoi il a démissionné, et c'est Chip Zien qui a repris, on va dire, le lead sur le doublage vocal de Howard. Dans le Love Interest, parce qu'on y reviendra, parce que c'est un petit peu ça le problème de ce film qui est complètement fou et bizarre d'ailleurs. Dans le rôle du Love Interest de Howard, nous avons la Mimi Lea Thompson. Alors Lea Thompson, elle joue le rôle d'une rockeuse, alors bon, rockeuse punkette qui fait de la pop, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a le look, mais on n'a pas le son, mais ça c'est pas grave, on va pas tirer sur l'ambulance. Donc dans le rôle de Beverly Switzler, Lea Thompson, on l'a déjà vu, et ben d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, se faire draguer par son propre fils qui remonte le temps dans Retour vers le futur, voilà. Donc voilà, j'essaye de faire des thématiques un peu sur la névrose, hein, entre George Lucas et les choix de casting. On l'a vu aussi dans L'Aube rouge de Milus, et on la verra aussi en 3D, poursuivi par un requin dans Jaws 3D, c'est-à-dire Les Dents de la Mer, numéro 3, aux côtés du sympathique Dennis Quaid. Dans le rôle... comment on pourrait dire ça ?
dans le rôle du bouffon, oui, dans le rôle du mec qui surjoue, qui en fait trop, on va dire du sidekick, parce que voilà, Howard a son propre sidekick. On a un scientifique débutant qui s'appelle Phil Bloombert, voilà, incarné par Tim Robbins, un Tim Robbins en roue libre qui cabotine, et Tim Robbins, on l'a déjà vu de bien meilleure manière dans L'échelle de Jacob, dans Les évadés de Darabont aussi, et bien entendu, voilà, j'ai noté, on va dire, ses films les plus représentatifs, et le Mystic Rivers de Clint Eastwood. Et dans le rôle de l'antagoniste, voilà, triplette de personnages basico-basiques, dans le rôle de l'antagoniste, c'est-à-dire le gentil scientifique possédé par une force démoniaque de l'espace, nous avons Jeffrey Jones, dans le rôle du Dr Walter Jennings, qu'on avait déjà vu en proviseur l'année précédente dans Ferris Bueller, qu'on verra, si je calcule bien, l'année suivante dans Beetlejuice, et qu'on verra en train de chercher l'Oscar dans Amadeus. Voilà pour le casting. Alors, Howard the Duck, ça raconte quoi ? Eh bien, Howard the Duck, ça raconte l'histoire d'un canard qui vit sur une planète en forme d'œuf. Est-ce que ça vous plaît, ce petit pitch ? Voilà, donc il a une vie qui est à peu près similaire à la vôtre, voilà, donc il a un boulot de merde, il regarde la télévision, il pense à toutes les targets qu'il essaie de pécho, et confortablement installé sur son canapé, il se fait happer par un rayon téléporteur qui le propulse dans l'espace. Alors bien entendu, les gens qui remettent toujours en cause les techniques, qui vont dire « Oui, mais comment il fait pour respirer dans l'espace ?» Bon, effectivement, nous n'avons pas la réponse, donc je vous demande un peu de suspension d'incrédulité à ce stade-là, de faire confiance à l'œuvre. Donc il est tracté par ce rayon tracteur, voilà. Je crois que c'est un Bill Buzzy ou une synecdoche quand on répète 2 fois le même truc là-dedans, mais c'est à vérifier. Donc il se fait, oui, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un, parce que d'habitude je parle au mur, et donc là c'est plutôt sympathique. Donc il se fait tracter par le rayon tracteur qui l'amène tout droit sur Terre. Et en tombant sur Terre, très 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 rapidement, parce que c'est pas n'importe quelle Terre, hein, c'est la Terre des années 80, il se fait très rapidement bousculer par des... Alors, moi je l'ai noté quand même parce que c'est un film progressiste avant l'heure, il se fait pas bousculer par des punks, il se fait bousculer par des femmes énervées aux cheveux courts qui sont des punks, voilà, donc il se fait bousculer en tant que canard, et très rapidement il comprend que la Terre, c'est un peu le bordel, voilà, et dans ce bordel, donc il va croiser le chemin de Beverly, et Beverly, elle fait de la pop qui ressemble à du punk, mais qui n'est pas du punk, voilà. Donc elle chante dans un club avec toutes ses copines, c'est un petit peu... Ça me rappelle... J'essaye de retrouver un dessin animé du feu Club Dorothée, où il y avait un... Vous me donnerez, j'ai plus le nom, parce que je l'ai pas en tête, voilà, c'était un groupe de rock féminin qui affrontait les Misfits, en fait, je sais plus ce que c'était, voilà, donc c'est à peu près ça. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous avez la rêve de ce dessin animé, c'est-à-dire c'est de la permanente de toutes les couleurs, voilà, donc la LAC a été un gros investissement sur le tournage, et elles font leur concert derrière des grilles, en fait, un petit peu en mode MMA, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, bien entendu, comme elles sont mignonnes, elles sont poursuivies dans la rue par des vilains messieurs qui étaient en train de les écouter faire de la musique, et qui voudraient leur expliquer qu'ils aimeraient bien avoir une relation suivie à l'instant T, voilà, dans une ruelle. Donc ce qu'on peut comprendre, qui n'est pas dans la bienveillance par la temporalité actuelle. Mais heureusement pour elle, Howard the Duck faisant moins d'1 mètre, et pas très loin, et il maîtrise le Kwek Fu, c'est-à-dire des coups de pied de kung-fu très lents, en caoutchouc, et apparemment, il arrive à se débrouiller, et à ce moment-là, se crée quelque chose entre lui et Beverly. Voilà, donc... et elle lui dira même, pour le public de l'époque, qui est... Alors, en tout cas, le public cible n'a pas compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y avait une daronne qui tombait amoureuse d'un canard, et elle lui dira que, je cite, parce qu'il faut le regarder en VF, c'est « Je crois qu'un homme n'a jamais fait ça pour moi ». C'est à peu près ça, donc du coup, et sachant que notre Howard est en cravate, ça c'est à noter, voilà. Donc, on va pitcher très rapidement, quand même, ce truc-là, parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc, on a, il fait ami avec Beverly, et bien entendu, Beverly, comme toute star du punk rock qui joue dans des bars mal famés, a toujours un copain un peu débile, donc on appellera en fait le proto-geek de l'époque, qui lui est dans une université, et elle lui présente le canard, forcément. Et le canard est une révolution pour lui, il souhaite l'étudier, de toute façon, faire ami, etc. Donc, de toute manière, moi je vous le dis direct, ce film est un film de la honte, hein, pour Tim Robbins. J'ai beaucoup d'empathie quand je le vois gesticuler pour exister à l'écran. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est le sidekick du canard.
Voilà, donc on est quand même à un niveau très très faible dans le jeu d'acteur et l'impro. Donc à côté de ça, parce que il y aura d'autres informations, mais on va quand même rentrer dans le nerf de la guerre et le nerf du problème de ce film-là. À côté de ça, se noue une relation avec Beverly. Donc on voit Beverly fouiller le portefeuille du canard, parce qu'il a un portefeuille, et trouver un tout petit préservatif comme ça, et faire « Oh là là, Howard, genre, quel coquin !» Voilà. Donc une Beverly qui est... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de scène de douche, mais il y a beaucoup de scènes de coucher, où elle aime bien se trimballer en petite culotte à côté de Howard. On voit que Howard rougit un peu, pour un canard, c'est un peu un tour de force sur un animatronique, et beaucoup d'invitations au rapprochement. Donc, on va mettre une pause sur le pitch et en venir au problème du film. Pourquoi le film n'a pas marché ? Alors déjà, première chose, c'est un problème, on pourrait, si on était en marketing digital, voilà, dire que c'est un problème de ciblage. Donc c'est-à-dire que c'est un film, une adaptation de comic book où le personnage principal est un canard. Sur le principe, tu te dis, bah tiens, c'est pour les enfants. Donc c'est ce que ça visait. Mais normalement, un canard, c'est pas censé baiser l'actrice principale. Voilà, donc déjà on a un premier problème, parce qu'il y a beaucoup de références sexuelles qui fait que on s'adresse au daron qui a amené les enfants, donc du coup, voilà, on va se le dire quand même, et je fais un petit coucou aux gens de la Cinémathèque de Toulouse qui m'avaient invité il y a quelques années sur une thématique qui était la zoophilie au cinéma. On est dans la zoophilie, parce que voilà, techniquement, c'est un canard, elle c'est une humaine, donc on y est, voilà. Et apparemment, elle est très soucieuse de, comme vous l'avez vu, de fouiller dans le portefeuille, voir la taille de l'engin, etc. Tout ça, on est vraiment là-dedans dans ce film-là. Donc les enfants sont un peu perdus, et à côté de ça, les quelques scènes où on n'aurait pas ces trucs un peu touchy ou un peu plus adultes, et ben le problème c'est que l'animatronique, le canard, il fait flipper. Voilà, donc voilà, je vous le dis direct, je l'ai déjà vu, voilà, je l'avais déjà dit dans le podcast, moi, du coup, j'ai une fille, et je lui ai fait voir des films, elle a toujours eu plus peur d'un Gremlins en animatronique, parce que le truc, t'as l'impression qu'on va le toucher, qu'une image de synthèse. Donc le canard, quand tu le vois au début marcher dans la ruelle avec sa cravate ou faire des trucs, il y a quand même un côté un petit peu flippant, voilà. Et surtout quand il y a des problèmes d'animatronique à l'écran, où tu vois que le truc il a zéro expression, c'est quand même voilà le principal problème du film. Alors, comment moi d'ailleurs, je suis tombé sur ce film-là. Alors moi, j'y suis tombé, parce que j'ai cité un petit peu le point de départ de cette série d'épisodes de La Vérif. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une tante. Et cette tante, c'est comme ça aussi quand je crois que je devais avoir, si je dis pas de bêtises, 7-8 ans, elle avait une pièce entière remplie de VHS avec ses éditions de télécassettes, et je me rappelle que ce qui m'avait marqué, et c'est ce qui reste marquant sur cette nouvelle édition de Howard the Duck, c'était l'affiche. Donc il y avait ces deux films qui étaient Buckaroo Banzai et Howard the Duck, et c'est vrai que quand on voyait l'affiche, voilà, de Howard the Duck, ça faisait envie en fait. Tu disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et alors Buckaroo Banzai, encore pire. Donc ça veut dire que moi ce film-là, et je l'ai vu assez jeune, et je sais que ce que je vous dis là, le côté du préservatif dans le enfin, le côté promiscuité entre l'actrice principale et le canard, et le côté tête animatronique, moi ça m'avait marqué en fait. Voilà, en tant que gosse ça m'avait marqué, et ça donnait un côté un petit peu bizarre à ce film-là. Donc c'est pour ça que c'est bien de raccrocher les wagons aussi avec ma première réception. Donc c'était un film qu'on pourrait dire que j'ai connu, pas en salle, mais plutôt côté vidéoclub, et plutôt côté vidéoclub personnel, autogéré par ma tante à ce niveau-là. Donc le problème de ce film, il est là. Par contre, effectivement, j'en avais pas un bon souvenir. Voilà. Et c'est ça tout le paradoxe du film. Pour moi, alors vous allez me dire, si j'en avais pas un bon souvenir, pourquoi je l'ai acheté ? Ben pourquoi pas, en même temps. Et c'est vrai que je me suis posé la question de pourquoi je l'avais en fait. Voilà. Et alors Peterson, que je vais convoquer ici, ça fait longtemps qu'il est pas venu, il faudrait qu'il revienne faire un épisode, vous direz que c'est sûrement parce qu'il était en promo, certes, voilà, pourquoi pas. Il vous dirait aussi parce que c'est très salé et très gourmand d'avoir ce film-là chez soi, effectivement, mais c'est pas une justification. Et honnêtement, quand j'ai lancé le film et que j'ai vu que je me suis dit, putain, cette merde dure 1h50 ? Voilà, en 1986, normalement, un film comme ça dépasse pas 1h30, où c'est un tour de force. Le truc dure 1h50, et je me suis dit, mais ça va être la souffrance, Et ben, figurez-vous que dans ce contexte de folie, voilà, qui m'est offert à l'écran,
eh ben, j'ai quand même pris un peu de plaisir par moment, quand même. Surtout vers, on va dire, la deuxième moitié du film, parce que, effectivement, il existe, c'est un film bicéphale, il existe 2 films. Il y en a un qui est pourri, voilà, et il y en a un autre qui est bien. Alors, je vais le définir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute cette partie un peu what the fuck, parce que la première heure du film, ça s'arrête pas à genre Beverly, on va essayer de Ken, etc. Non, non, non. C'est que pendant la première heure du film, tu te demandes où ça va. C'est-à-dire que Howard s'inscrit à la NPE américaine, voilà, donc c'est-à-dire que tout le monde, et puis ça passe crème, hein, c'est-à-dire qu'on croit qu'il est en costume, voilà, donc mise en abîme, etc., qu'il essaye de faire l'intéressant, et il trouve un job, et tu le vois dans une routine, on dirait un film social, voilà, sur qu'est-ce que c'est que d'être un canard sur Terre. Voilà, donc il est embauché, parce que ça c'est véridique, hein, c'est pas moi qui ai écrit le film, hein. Il est embauché dans un club de strip, qui fait aussi bordel, voilà, et il nettoie en fait, si vous voyez ce que je veux dire, les taches au sol, etc. Donc c'est top, voilà, c'est genre qu'un emploi puisse se rendre compte que c'est compliqué de travailler, tout ça, il en a marre, et toi t'es en train de regarder le truc et tu te dis, mais qui a envie de voir ça en fait ? Enfin, je veux dire, si ta cible, c'est des gamins, est-ce que le gamin a envie de voir un canard qui veut pécho une meuf, après aller trouver un job pour assurer la moitié du loyer, travailler dans un club de strip ? Qui a envie de voir ça ? Sachant que c'est pas drôle. Enfin, sachant que tout est premier degré, voilà, et que, bien entendu, je l'ai regardé en VF, voilà, vous aurez pu me dire, ce genre de truc, je regarde pas en VO, hein. J'ai regardé en VF, et le canard fait des blagues sur le fait qu'il est un canard, mais ça tombe à l'eau, avec une voix un peu bourgeoise, donc ça marche pas. Voilà. Donc c'est, comme dirait la génération Z d'aujourd'hui, c'est cringe, voilà, à ce niveau-là. Donc, il y a cette première heure qui est quand même un test de résistance à votre appétence pour la série Z. Hein. Voilà, c'est un test de résistance. Et puis, en cours de chemin, démarre un autre film. Voilà. Donc tu t'es souvenu quand même, parce que tu t'en rappelais plus, hein, tu t'es souvenu quand même qu'il y avait eu un rayon tracteur qui avait tracté le canard. Et ben là, les mêmes scientifiques, alors d'ailleurs, pourquoi font-ils le rayon ? On ne le saura jamais, ça c'est important. Donc les mecs dépensent de l'argent pour faire un rayon tracteur pour tracter des choses. Tout va bien, tout est normal. Voilà, avec l'argent public, bien entendu, toujours avec des fonds gouvernementaux dans tous les sens. Hein, mais... Donc ils font... ils tractent du coup, une autre entité, qui est une espèce de crustacé, parce qu'on le verra un peu plus tard, espèce de crustacé hyper vénère qui fait une dizaine de mètres, qu'ils arrivent à stocker dans le personnage de Jeffrey Jones. Et à partir de là, on a un antagoniste. Et à partir de là, s'opère un autre film. Et c'est là que ça devient n'importe quoi et très intéressant. C'est-à-dire que là, on découvre que... comment il s'appelle celui-là ? Oui, le Dr Jennings. Que le Dr Jennings, voilà, est possédé par cette entité venue d'ailleurs et qu'elle souhaite, comme tous les méchants, venir avec d'autres entités pour posséder le monde. Voilà. Dans quel but ? Toujours posséder, le pouvoir, etc. On connaît. Et effectivement... Là, s'ensuit une espèce de... Il y a un petit passage road movie où on a le Jennings qui est en train de se proto-transformer, les deux à l'arrière, et là, ça me fait rire parce que on a Beverly et le canard qui se foutent de la gueule du mec, en fait. Alors que le mec est censé détruire le monde. Tout ce petit monde se retrouve dans un fast-food, à disserter sur le burger. On a les prolos du coin qui essayent de choper le canard pour le découper et le faire cuire. Voilà. On a quand même ça dans le film, hein. Avec la meuf qui hurle « Non, laissez-le tranquille !» Voilà, parce qu'il est gentil. Et le méchant en arrière-plan qui fait « Ah, il va finir en rôti ou je sais pas quoi ». Tu regardes le truc, tu dis « What ?» Mais et ça a coûté une douille, hein, cette merde. C'est ça. C'est tu regardes le truc, tu le prends dans la gueule, tu te dis, mais comment ça a pu passer ? Alors moi, j'ai pris du plaisir là-dessus. Hein. Comment ça a pu passer avec, bien entendu, un Tim Robbins qui fait l'andouille. Tout ça nous amène à une scène où, bien entendu, parce que tout ce petit monde va finir dans la même zone où il y a le rayon tracteur, on va amener les méchants, l'autre s'est transformé. Ça fait d'ailleurs les belles heures de Ray Harryhausen, hein, parce qu'on a du stop motion, de l'animatronique mélangé. Donc il y a quand même du pognon, du blé. ILM, donc la société d'effets spéciaux de George Lucas, à mon avis, ça a dû faire de leur sup. Donc ça a quand même de la gueule pour l'époque, mais pour une histoire complètement conne. Voilà, c'est ça le délire. Hein. Donc tout ce petit monde finit là-dedans, mais entre-temps, on a quand même une poursuite entre les forces de l'ordre et Howard the Duck qui est dans un ULM, avec Tim Robbins à l'arrière, et ça n'en finit plus en fait. Voilà, donc...
Bon, vous l'aurez compris qu'on sera pas sur un épisode qui va durer 1 heure, hein, parce que moi j'avais prévu 1 heure, mais bon, ça reste quand même Howard the Duck, hein, faut quand même pas déconner hein, là-dessus. Donc, et bien entendu, je vais pas non plus lister toutes les scènes, parce que il y en a, je vous laisse le plaisir, parce que il faudrait quand même récupérer cette œuvre, on va dire, qui est nécessaire au 7e art, hein, non pas pour l'encenser, mais plus pour comprendre ses limites. Donc effectivement, le film à ce niveau-là, il est pas radin, mais ça demande quand même, et je me mets à la place des spectateurs en 2024, quelqu'un n'ayant pas grandi dans les années 80, ça lui demandait un effort incroyable pour pouvoir se dire, tiens, je vais regarder ce truc-là. Moi, je l'ai regardé, et effectivement, je me dis quand même qu'il y avait du savoir-faire, ça a de la gueule, ça a quand même un certain charme suranné, mais ça reste un nanar des grandes heures, et on va définir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un nanar. Le nanar, c'est un film involontairement drôle, c'est-à-dire quelque chose, la machine s'est grippée, et ce que vous avez en face de vous, du coup, ça vous fait rire alors que ça devrait pas. Voilà. Donc, pour le coup, Howard the Duck fait rire quand il devrait pas faire rire, et suscite la gênance quand c'est drôle, en fait. Donc, on est vraiment sur un nanar. Techniquement, c'est bien emballé, ça reste un accident industriel, parce que je ne comprends pas qui, à l'époque, aurait eu envie de voir ça, et qui, aujourd'hui, a envie de voir ça. Voilà, enfin... alors, vous avez... les plus trollers d'entre vous diront, toi, apparemment, vu que t'en parles. Donc, oui, effectivement, on peut se mettre à votre place, hein. Mais, je tiens encore ce somptueux coffret, parce que il y a des jolis visuels hein, dans ce truc, hein, et même l'IA m'a fait des jolis visuels pour cet épisode, hein. On sent qu'on a envie d'y aller, mais que ça le fait pas, quoi. Donc, comment tout ça finit ? Tout ça finit plutôt bien avec un canard qui a le choix de rentrer ou non chez lui et qui reste pour les beaux yeux de Beverly et qui finit comme un film de Kevin Smith, c'est-à-dire que ça devient le manager du groupe de Beverly et ça finit sur scène avec un titre enregistré du coup parce que Lea Thompson elle mouille le maillot parce que elle a écrit au moins si c'est pas loin une dizaine de titres qu'elle interprète à l'écran, donc effectivement il y avait une vie avant A Star Is Born et l'adaptation cinématographique de Amy Winehouse. Lea Thompson mouillait le maillot, bon. J'ai envie de vous dire force à elle à l'époque, mais malheureusement pour elle, le film a été décrié, donc le film n'a pas remboursé son budget, voilà, et qui était un budget cossu pour l'époque, donc ça a été un four, ça s'est rattrapé en vidéo, donc c'est pas comme les fours actuels, parce que par exemple, prenons un petit peu de temporalité, regardez, je fais une petite variante, une petite parenthèse, qui est celle de l'enregistrement. Aujourd'hui, on vit une période de la honte, aujourd'hui, un Mad Max Furiosa est en four. Voilà, donc là, c'est sorti, si je dis pas de bêtises, pour donner à peu près les chiffres lors de l'enregistrement, c'est sorti il y a même pas un mois, donc ça fait moins d'un mois, le budget c'est 168 millions de dollars, on est à 120 millions, exploitation complète mondiale, donc c'est un four, ça sera un four, ça c'est pas compréhensible, voilà. Là, pour un film comme ça, en termes de ciblage, en termes de dinguerie à l'écran, en termes de quelqu'un a-t-il envie de voir ce film ? Alors, vous pourriez me dire, mais Furiosa, personne n'a envie de le voir. Non, parce que les gens ont été voir les précédents, donc voilà, il n'y avait pas de raison que vous n'alliez pas voir celui-là. Donc, effectivement, ce film-là est un four, et pour revenir sur Furiosa, je le traiterai bien entendu quand il sortira en Blu-ray. J'en suis déjà à 2 visions, il me faudra bien entendu plus de visions d'ici là, mais ça sera un add-on à l'épisode spécial dédié à la saga Mad Max, qui faisait déjà 2h30, donc je pense qu'on arrivera à 3h30 en additionnant cet épisode que je n'ai pas encore enregistré. Donc, four en 1986, Razzie Award, donc du pire film, de la pire adaptation, donc voilà, ça a tout raflé dans l'Oscar du pire. Ça mettra fin à la carrière de Willard Huyck et Gloria Katz en tant que réalisateur, lui, et même quasiment en tant que scénariste, eux deux. Voilà, ça va mettre un stop à tout ça, et ça précipitera aussi, du côté de George Lucas, de la vente de pas mal de sous-filiales de Lucasfilm, notamment, si vous reliez bien les wagons, c'est aussi à ce moment-là que une certaine partie des studios ILM deviennent Pixar, rachetés par Steve Jobs, etc. Donc c'était un moyen aussi de contrebalancer ce four qui a été Howard the Duck,
Un film qui a longtemps aussi été mis de côté par George Lucas. Donc George Lucas a toujours mis de côté Howard the Duck, et bien entendu aussi ce Christmas Special fait pour Star Wars, qui a été longtemps invisible et qui a été visible bien entendu depuis que Lucasfilm a été racheté par Disney, merci à eux, donc de mettre cette dinguerie aussi visible pour les yeux de tous et de toutes. Donc voilà, voilà pour ce film qui méritait d'apparaître ici même. Honnêtement, deux potes, de l'alcool fort, là faut pas des bières, faut l'alcool fort, des bonnes pizzas, franchement ça passe si vous parlez pendant la première heure, et après vous récupérez la deuxième heure et vous rigolez, vous en avez un bon souvenir. Voilà ce que c'est. Est-ce que je suis content d'avoir cette édition? On n'en a pas parlé, ben oui, parce que c'est quand même top, parce que ça me permet de la chroniquer, et puis forcément ça crée une légende. Donc le film est réapparu, forcément, parce que si on raccroche les wagons, je vous ai dit que du coup notre ami James Gunn, il faisait un clin d'œil à la fin des Gardiens de la Galaxie en 2014, pas étonnant qu'en 2015 apparaisse cette nouvelle édition Blu-ray faite par Elephant Films, voilà, donc bien entendu faite de bien belle manière pour ce film, donc faite par Elephant Films en association avec Universal, donc qui débarque en 2015 sur des masters édités outre-Atlantique en 2014 bien entendu, donc navigation au top, master Blu-ray HD, parce que je chronique bien entendu le Blu-ray, je crois pas qu'il y ait un Blu-ray 4K là-dessus, mais en tout cas le Blu-ray est top, ça m'a permis de redécouvrir ce film dans de bonnes conditions. À noter que nous avons un making-of de 26 minutes où intervient le couple derrière l'adaptation de cette œuvre, et pour une fois, dans ce genre de bonus, qui ne mâche pas ses mots, et qui vous explique tout ce que j'ai dit, donc je me suis pas basé sur leur dire, donc ils sont très conscients qu'ils ont loupé leur cible, que c'était peut-être trop adulte, etc., mais qu'ils ont fait quand même du bon boulot, donc on a pas mal d'anecdotes de tournage, donc c'est un bon documentaire, souvent, bien entendu, les mauvais films font les bons documentaires, et inversement, bien entendu, et à noter, parce que ça j'ai pu le noter, on a une petite pastille produite par Elephant Film pour l'occasion, qui est une interview de Xavier Fournier, voilà, qui est le rédacteur en chef de Comic Box, qui lui, pendant une quinzaine de minutes, va plus travailler en fait le côté adaptation du comics, en revenant sur le fait que c'est la première adaptation Marvel, en revenant sur les bases du comics, qu'est-ce qui fait la particularité de ce personnage qui au final n'a aucun super pouvoir, et pourquoi il a toujours été populaire. Donc on apprend des choses, c'est plutôt, voilà, en tout cas à bas prix, alors pas à bas prix, enfin pourquoi je dis ça, c'est pas le bac à solde ici, mais en tout cas c'est une édition, je pense qu'il y a que les gens comme moi qui l'ont découvert étant petits, voilà, qui se sont rués dessus, et peut-être les curieux et les déviants, voilà, voilà, peut-être des curieux déviants. Donc en tout cas c'est une édition qui est bien faite, c'est un joli écrin pour le film. Et du coup, si je vous ai donné envie de voir ce chef-d'œuvre du cinéma, vous savez où trouver cette chose-là. Alors, quelle est la suite des opérations pour 7ème dimension? Va arriver très rapidement un épisode je pense qu'il sera un petit peu plus long sur Bucaro Banzai, et du coup, comme on a W.D. Richter à la réal et au scénar, et que c'est le scénariste des aventures de Jack Burton, il y aura des ponts. Je fais mon propre 7ème dimension cinématique universe ou podcast universe, si vous voyez ce que je veux dire, il y aura des ponts existants. Je conclurai cette trilogie de vérif avec l'invasion vient de Mars, voilà, donc de Toby Hooper. Et bien entendu, sur le prochain épisode lent, nous enchaînerons sur les plaisirs de notre ami Pinhead, c'est-à-dire que préparez vos clous rouillés, vos petits hameçons, vos chaînes, le sadomasochisme. Nous allons rentrer de plein pied dans la saga Hellraiser, mais par contre, je vais redéfinir les canons de la saga Hellraiser, c'est-à-dire que je déciderai qu'à partir du 4, il n'y en a plus. Donc je ferai quand même une petite pastille enfin sur tout le reste qui est merdique derrière, mais je me concentrerai sur la saga du 1 au 4. Voilà, ça c'est pour la suite des opérations à 7ème dimension. Et comme d'habitude, ça ouvre et ça ferme. On l'oublie pas, notre créneau à nous, c'est le cinéma genre bordel. Merci pour votre écoute.
maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.